la liquidité qu'il y a aujourd'hui, tu as de l'argent partout. Un gars qui est super bon en marketing, il va pas vouloir travailler pour toi parce qu'il fait des centaines de milliers d'euros. Tu es bon en marketing aujourd'hui, il faut vraiment avoir un problème quelque part pour pas réussir à faire de l'argent. Ok, bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Sans Permission. Aujourd'hui on est chez Oussama, le premier épisode c'était chez moi, là on est chez toi. Comment est-ce que ça va? Bah ça va et toi? Nickel, nickel. Je suis arrivé ici, tu as des livres qui traînent sur la table, tu as un tableau blanc. Tu m'as quand même forcé à faire le ménage quand même. Tu as fait un peu le ménage, mais on avait vraiment l'impression que tu étais un savant fou. Et j'ai entendu Flash Loan, Smart Contract. Tu fais quoi? Tu te perds dans la blockchain, qu'est-ce qui se passe? Je suis perdu dans la blockchain, Tu te perds dans la blockchain? Sauve moi. Bah non, mais je suis en train d'apprendre. Et en fait, c'est un monde où il y a tellement de choses à apprendre que bah, en fait, d'abord on le fait à plusieurs. J'ai la chance d'avoir des gens avec qui je travaille depuis que j'ai l'âge de 18 ans, donc on se connaît bien et elle est super smart. Et en fait, elle a un truc très spécial, c'est que si elle comprend pas tout, elle comprend rien. Okay. Et donc en fait, à chaque fois, c'est comme si tu tournais la pierre et tu voyais le petit détail qui va pas. Et moi, je suis là, mais non, mais c'est pas possible. Et donc, même si ça m'agace profondément, en fait, ça me force à me rendre compte qu'en fait, moi non plus, j'ai rien compris. Ouais. Ce qu'évidemment, je lui dis pas, c'est qu'en fait, je l'avais pas vu le détail. Mais ça m'arrive souvent. Et après, résultat, j'apprends. Ouais. Mais cette semaine, j'ai fait des progrès incroyables. Je peux commencer un peu à en parler en public. Ça va être, ce podcast, ça va être un peu c'est ça, tu peux dire les trucs en avance. Mon launchpad. Mais grosso modo, en fait, je travaille à créer la monnaie d'un métaverse qui est celui que Maxime Péroumal, qu'on devrait avoir comme premier invité. Avec grand plaisir, je pense que ça va être top. Ouais. Donc Maxime, il est en train de créer un casque de réalité virtuelle photoréaliste 4D, 4K, qui sort là, à la fin de l'année. Et lui et moi, on est convaincus que ce casque ne peut pas être lié à un monde centralisé. On ne peut pas faire Facebook. Ça va mal finir cette histoire si c'est Facebook 2. Ouais. Et donc, il y a besoin de créer une monnaie. Or, un truc que j'ai découvert, c'est que les crypto-monnaies actuelles ne sont pas des monnaies au sens médium d'échange fluide. Tu n'es pas censé, à chaque fois que tu utilises un coin, que la valeur du coin monte parce qu'il n'y en a pas assez. C'est pas censé marcher comme ça, la monnaie. Sinon, on serait tous dans la merde. Non, c'est clair. Et donc, en fait, c'est des crypto-assets. D'ailleurs, j'ai compris qu'en fait, toutes ces conneries, assets, utilités, securities, c'était quand même des grosses blagues d'avocats pour pas être soumis à des régulations. En fait, il y a très très peu de crypto-assets qui sont des utilities. Et nous, on a besoin de créer une vraie utilities, qui est une vraie monnaie. Et la question qui se pose, c'est comment tu émets la monnaie. Or, aujourd'hui, tous les systèmes d'émission de monnaie sont toujours fondés sur des trucs, proof of work, machin, qui sont finalement des mécanismes qui ne permettent pas de favoriser une économie dynamique et qui sont toujours des réponses au réel. Le Bitcoin, c'est une réponse à l'inflation américaine. L'Ether, c'est fait pour faire des smart contracts qui settle sur un réseau d'ordinateurs, etc. Alors que là, on a besoin de créer la monnaie d'un monde 100% virtuel, quelque chose de complètement nouveau. Et résultat, je me suis dit que ce qui était marrant, c'est qu'on se pose la question, imaginons que la meilleure monnaie du monde, c'est l'US dollar. On prend exactement les mécanismes de l'US dollar, émission de dette, sortie de l'étalon or, 71, blablabla. Et donc, on a une monnaie qui est WeOU, qui est fondée sur le fait que la monnaie est émise par les banques qui accordent des prêts. Donc, si on refait le même système, mais qu'on le fait décentralisé et algorithmique, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on fait l'US dollar, mais version 2022. Okay. Et c'est sur ça que je bosse. Et il y a un économiste qui a écrit un article hyper critique sur ce sujet, qui dit que les crypto-monnaies, c'est de la merde, que machin, je sais pas quoi. Et cette semaine, ma grande victoire, c'est qu'il va coécrire avec moi le white paper. Parce qu'en fait, d'un seul coup, il trouve que quelqu'un a compris. Alors, c'est toujours le truc quand les gens sont d'accord avec toi et te trouvent trop fort. Mais là, on partage une certaine vue intellectuelle. Ouais. Et donc, je travaille là-dessus. Et c'est vrai que là, la maison est devenue un... Ça fait une semaine que tu m'as sorti. Parce que là, tu vois la liste des bouquins qu'il y a là-bas. Ouais. Donc voilà. Donc, on fait ça. Et toi, tu as fait quoi cette semaine? Moi, cette semaine, travailler sur mon business, productivité à fond, comme d'hab. Pas de gros changements, hein. C'est la routine. Tchac, on va au taf, on continue, on avance. Je suis en train d'engager
on passe la barre des 20 personnes qui travaillent avec moi. 20 personnes, Ouais. t'imagines, il y a un an, t'avais personne. J'avais 4 personnes il y a un an. Ouais, 5. Et là on est 20. 20. 20 et 20, c'est le début des emmerdes. Ouais, je vois. C'est là que tu commences à avoir un peu du management à mettre en place. Mais franchement, je suis assez fier de nous. On a vraiment bien. C'est pas du recrutement n'importe comment, comme je vois plein d'entrepreneurs le faire. Genre, leur business, ils montent. Moi, je suis un peu dans l'autre sens où mon business, il a explosé et je faisais tout moi-même. Donc, je dois plus me forcer à engager que faire l'inverse. Donc, j'ai pas ce problème où tu engages tout ce qui bouge et après, tu as un monstre bordel. Donc, on a vraiment été étape par étape, département par département. J'ai un gros process de recrutement, période d'essai. J'ai juste eu à virer une personne jusqu'à maintenant. Et encore, elle était en période d'essai. Donc, on a un bon process, ça avance bien. Mais après, c'est clair que tu deviens plus lourd. Tu vois, l'inertie, ça bouge plus lentement. Tu dois prévoir à 3 mois. Tu peux pas faire des trucs. Genre, moi, je vois des tendances qui passent dans le marché sur YouTube ou même rien que mon processus de création de vidéo maintenant. Ça me prend 45 minutes pour faire une vidéo. Alors qu'à l'époque, ça me prenait une journée entière parce que je devais trouver l'idée, je devais trouver le titre, trouver la miniature, faire le script, retravailler le script, faire la vidéo. À un moment, je faisais même le montage moi-même. Ça, c'est le premier truc que j'ai délégué. Donc voilà, je suis passé de, quand je faisais le montage, 3 jours à faire une vidéo YouTube, à aujourd'hui, 30 minutes. Parce que le seul truc que je fais, c'est regarder le script et parler. Et mes vidéos sont de la même qualité que si c'était moi qui les faisais moi-même. Mais le problème qu'il y a, c'est que, tu vois, genre, là, j'ai une idée de vidéo. À l'époque, je faisais la vidéo direct après et du coup, j'étais super réactif. Tu vois, il y avait peut-être un truc qui se passait dans l'économie ou dans le marché ou je sais pas quoi. Je peux faire ma vidéo maintenant. Alors que là, maintenant, il y a 4 personnes qui sont incluses dans tout ce process de création de vidéo. Ce qui fait que les vidéos, elles ont un mois de retard. Tu vois. Donc, tu es moins agile. Tu es un espèce de paquebot, mais tu vas plus loin et ça me libère énormément de temps. Donc, il y a des inconvénients, des avantages, mais on progresse et c'est ça qui est stylé. Mais ouais, je me retrouve pas mal dans ce que tu disais par rapport à la crypto. Je pense qu'on est à un moment intéressant aujourd'hui. Bon, il y a de nouveau eu cette énorme hype là pendant l'année 2021. Mais on arrive maintenant à avoir vraiment des trucs qui sont réellement utiles et on voit qu'il y a vraiment une grosse partie des gens qui sont dans le mouvement crypto aujourd'hui qui sont pas juste là pour la hype et qui sont des gens qui sont vraiment intelligents et qui comprennent vraiment les mécanismes. Moi, un des trucs qui m'a un petit peu dégoûté de la crypto, genre en 2017, et même dans le début du bull run là, en 2021, c'est que tu vois des absurdités, des trucs qui sont cons, qui ne marchent pas, qui n'ont aucune utilité et qui montent comme ça. Et tu vois tous les gens qui ont acheté ces trucs-là, qui sont complètement cons, qui croient qu'ils sont super intelligents et qui ont tout compris. Et le problème, et c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de penser que toutes les cryptos, c'est ça. De penser que toutes les cryptos, c'est ok, je crois que j'ai tout compris alors que j'ai rien compris. Il y a réellement des trucs vraiment, vraiment intéressants qui sont en train de se créer en ce moment. Et c'est ces choses-là qui vont vraiment transformer le marché et qui vont avoir un impact de ouf. Là, avec la guerre en Ukraine, les cryptos, ça sauve des vies. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est dans ce genre de situation où d'un seul coup, tu te rends compte à quel point avoir de l'argent qui n'est pas lié à un gouvernement, ça peut être life-changing. Hein. Mais c'est dingue ce qui est en train de se passer. Ouais, on voit, en fait, on a des libertés, des droits qu'on croyait avoir acquis qui peuvent être retirés du jour au lendemain. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. On prend toujours les libertariens et tout pour des espèces de psychopathes, mais ils ont quelques instincts survivalistes qui ne sont pas inutiles. Et là, avec les réseaux sociaux qui polarisent tout le monde, ouais, mais moi ça, je me dis la qu'on même a. chose que tout le temps. Tu penses toi, tu as une théorie que ça n'a pas changé, non? Ouais. Ça a toujours été comme ça. Toujours été comme ça. Et moi, franchement, je me Regarde rappelle l'affaire quand j'étais Dreyfus. plus jeune. Hein? Regarde l'affaire Dreyfus en France. C'est-à-dire? Tu sais, à la fin du 19e, il y avait un soldat juif qui a été condamné à mauvais escient. Et il y a une caricature du Figaro de l'époque où tu vois un repas de famille, tout le monde se fout sur la gueule parce qu'il y a les gens pour Dreyfus et les gens contre Dreyfus. Ouais. Et l'image dit l'affaire Dreyfus, ça met de l'animation dans les repas de famille. Tu vois. Ça a toujours été comme ça. C'est peut-être moins intense. Je pense que ça amplifie. Je pense que c'est la nature humaine, mais je pense qu'elle est amplifiée par le phénomène des réseaux sociaux. Ouais, et tu as quand même ces bulles algorithmiques où tu te retrouves. Tu te retrouves au milieu de cinglés, ouais, ça c'est. Et moi j'ai l'impression, typiquement, tu regardes les États-Unis, tu regardes la polarisation qu'il y a entre maintenant et il y a 10 ans. J'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse évolution et je l'attribuerais quand même aux réseaux sociaux. C'est parce qu'il y a 10 ans, tu regardais pas Fox News, t'étais trop petit. Ah, c'est vrai que. Ouais, mais tu regardes, genre, prends les médias européens par exemple.
et qu'on parlait aux médias américains. Tu as quand même une grosse différence de... Ouais, parce qu'effectivement, en Europe, on avait une élite moins polarisée. Ouais. Mais les US, c'est chaud depuis longtemps. Hein. Je veux dire, tu vois, Bill Clinton, avec son histoire de stagiaire, t'étais même pas né, toi. C'était chaud, son histoire de la polarisation des US entre ceux qui voulaient sa peau et les autres. Je sais pas, moi je trouve que ça n'a pas changé. Enfin, il y a forcément des choses qui ont changé parce qu'on a maintenant un outil et on peut gueuler sur quelqu'un en appuyant sur un bouton. Donc ça, tu penses que ça révèle un truc qu'on voyait moins. Donc c'est des discussions qui étaient en privé et qui maintenant elles sont en public sur les réseaux sociaux. Et qu'en plus, tu avais sans doute un filtre de honte. Si tu avais un peu de pouvoir et tout, les gens ne devaient pas trop te parler. Ça, c'est une grosse théorie que j'ai. C'est que quand j'ai lancé ma chaîne YouTube ou quand j'ai commencé à faire des trucs sur les réseaux sociaux, j'ai vu les commentaires et j'étais là, mais c'est qui ces vrais gens? Et en fait, ma théorie, c'est que ces gens-là, ils pensent. Il y a énormément de gens qui pensent ce genre de choses que tu vois sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Mais ils n'osent pas le dire en public parce que socialement, ils se feraient exploser. Et du coup, sur les réseaux sociaux, ils se lâchent. Exactement. Mais en fait, c'est triste parce que ça révèle quand même une absurdité et une nature humaine qui est quand même. J'ai un ami qui s'appelle Ray et il appelle ça les Kairas de l'Internet. Mais j'aimerais bien voir. Moi, franchement, ce serait. Lui, un jour, il en a eu un dans ses employés. Il m'a raconté cette histoire. Qu'il a réussi à trouver qui écrivait certains commentaires en vrai. Ouais, et c'était un de ses employés. C'était un mec de son équipe. Et qui lui chiait dessus sur Internet, sur Twitter. Et il l'a confronté. Ouais. Et il a dit, mais. Et en fait, il m'a dit, c'est une Kaira de l'Internet. Ouais. C'est le mec hyper frustré qui, en réunion, n'ose rien dire. Ouais. Et il avait trouvé son défouloir pour leur taper dessus. C'est ouf. Mais un point commun qui me fait toujours marrer sur les gens qui ragent sur Internet, c'est que souvent, la majorité, ils comprennent pas grand-chose, mais ils pensent qu'ils ont tout compris. Ça, c'est un caractère vraiment commun. C'est j'ai mieux compris que tout le monde, alors qu'ils n'ont rien compris. Et ils viennent te clasher et te mettre les théories sur Internet. Attends, c'est énorme. Cette semaine, il y a un pianiste enfin pas un pianiste, un mec sur Twitter qui a dit est-ce que franchement on peut reconnaître que Sofiane Pamart n'est pas un bon pianiste? Au mieux, il pourrait jouer dans un métro, je sais pas quoi. Ouais. Et t'as 20 mecs qui viennent dire ah ouais, je suis trop d'accord et tout. Et ce qui m'a trop fait rire, c'est que j'ai été voir les profils de tous les mecs qui ont ragé et ils sont tous pianistes. Et ça m'a fait trop rire. Parce qu'en fait, tu te dis, mais en fait, à quel moment tu vois même pas ta jalousie? C'est ça. À quel moment tu n'arrives même pas à reconnaître qu'en fait, là, tu es en crise de jalousie aiguë. Parce que tu dis, j'aime pas la musique de Sofiane Pamart. Oui, ok. Mais dire qu'il sait pas jouer le piano, c'est bizarre. Je me suis fait la même réflexion où je me suis dit, si j'étais jaloux comme ça peut m'arriver d'être jaloux et d'être biaisé, mais j'oserais pas le montrer publiquement. Ouais, tu vois. Ils ont même pas ce filtre. C'est genre, moi, ça m'arrive d'être jaloux et de pas aimer quelqu'un parce qu'il réussit quelque chose peut-être mieux que moi, tu vois, mais je vais rien dire. Mais d'aller le dire de manière aussi obvious, ça me fait extrêmement marrer. Donc on a un nom pour le podcast, Sans Permission, c'est toi qui l'as trouvé. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu pourquoi tu as pensé que ce nom était bon pour le podcast? C'est un concept que j'ai entendu la première fois par un type qui s'appelle Naval Ravikant, qui a fait un tweet storm sur le fait qu'Internet était permissionless et que la nature d'Internet était d'être permissionless. Et moi, j'étais en mode claque sur la gueule quand j'ai lu ça parce que je me suis rendu compte de l'histoire de ma vie, l'histoire des choix que j'ai faits et le fait que jamais j'ai cherché à demander la permission à quelqu'un, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs. C'est parce que les plus grosses conneries que j'ai faites dans ma vie, c'est parce que j'ai jamais appris à demander la permission. Et donc, résultat, ça crée un certain, une certaine culture, une certaine point commun. Puis après, j'ai réfléchi à toi, à moi, et à qu'est-ce qu'on avait en commun. Et en fait, on a des trucs très forts en commun. D'abord, on serait personne sans YouTube. Or, la nature de YouTube et la nature de la diffusion de YouTube, c'est qu'il n'y a pas de gatekeeper. Ni toi ni moi n'avons jamais passé une audition chez Monsieur YouTube. Ni toi ni moi, on a dû aller voir Monsieur YouTube en disant « Allô, tu sais, je suis un mec super cool, je vais faire des petites vidéos. » Non, on n'a jamais fait ça. Et en fait, j'ai trouvé que ça incarnait bien ce qu'on avait envie de faire là. Ça incarnait le ton de liberté, ça incarne la provocation, ça incarne la rébellion. Et ça incarne le fait que finalement,
Tu vois, on va inviter des gens, on va faire des formats, machin. J'espère qu'on va un peu s'amuser sur les formats. Yes. Et que donc, on peut tourner des trucs un peu fous, quoi. Ouais. Non, c'est vrai ce que tu dis. YouTube, c'est un peu la télé sans permission, quoi. C'est la télé sans permission. Il n'y a pas quelqu'un qui choisit. C'est fou, hein, c'est l'algorithme, c'est juste c'est la performance. D'ailleurs, tu vois que tous les gens qui ont envie que les gens demandent des permissions essaient de reprendre le pouvoir. Hein. Ouais. Ils sont en mode vénère. Mais même là, YouTube, tu vois, genre, ouais, je sais pas si tu vois Full Send, Nelk. Non. C'est un groupe de YouTubeurs, en fait, ils ont commencé en faisant des pranks aux US. Et ils sont vraiment hardcore, c'est pas genre les faux pranks, ils sont déjà allés en prison les mecs, ils sont vraiment déter. Et genre depuis 1 an, ils font vraiment le buzz, ils font des millions de vues. Et contrairement à la plupart des gens sur YouTube, etc., ils sont un penchant un petit peu plus républicain, tu vois. Donc ils supportent Trump et tout. Et là, il y a 3 jours, ils ont fait un interview de Trump qui ne s'était pas exprimé, tu sais, il n'a plus Twitter, Ils ont fait un interview de Trump, 5 millions de vues en moins de 24 heures, YouTube supprime la vidéo. C'est une honte. Donc même YouTube qui, comme tu le dis, est sans permission, c'est une honte. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Non, ils essayent. Mais de toute façon, l'année, moi, la leçon que je retiens, c'est que l'année du Covid, ça a été l'année où la liberté a perdu. Ouais. Et ça nous a habitués à plein de choses que maintenant on trouve normales. Et c'est une honte qu'on trouve ça normal. Et il va falloir que les amoureux de la liberté, les amis de la liberté, à un moment, ouvrent leur gueule. Ouais. Parce que tu peux pas. Enfin, Trump, on en pense qu'on veut. Ouais. Pour, contre, machin, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis pas du côté de la barrière pour le défendre. T'imagines que là, maintenant, un black dans ton genre et un bougnoul dans mon genre, on va être obligé de défendre Trump. Mais ils vont pas nous faire ça quand même. Ouais. S'il te plaît. Non, C'est un délire quand ils pensent. C'est un délire intersidéral. La dernière fois, je me suis retrouvé comme ça dans un repas à défendre je sais pas quel connard. Et dans ma tête, je me disais, mais on en est où là? Pourquoi c'est moi qui dois ouvrir sa gueule pour le défendre? C'est pas possible. Ouais, normalement, en plus, j'ai rien à gagner. Ouais. Tu vois, Trump, à cause de lui, j'ai eu peur d'aller aux US pendant des années. Je me disais, je vais finir à Guantanamo. Enfin, c'est un psycho. Et là, je vais devoir faire des défenses, mais c'est des malades. Ils peuvent pas faire ça. Ils doivent arrêter. Mais dès que tu files du pouvoir à quelqu'un, il en abuse. Hein. Ça, c'est pour ça qu'il faut filer du pouvoir à personne. Hein. Ouais, non, c'est difficile. Hein. Et même aujourd'hui, je sais pas si tu as vu ou lu le livre de Ray Dalio ou peut-être vu la vidéo qu'il y a sur YouTube par rapport au Changing World Order. Non. Order. Changing World Order. En gros, tu as Ray Dalio qui tu connais, qui est ah oui, ça c'est une erreur qu'on a faite. Il faut j'ai reçu dans les commentaires, il faut qu'on explique les trucs que nous deux on sait, mais que l'audience ne connaît pas forcément. Ray Dalio qui est le dirigeant de Bridgewater, un des hedge funds les plus successful de tous les temps. Le hedge fund avec le plus de capital en management. Il a écrit ses principes. Les principes, ouais. Ça, c'est son premier livre qui a très bien fonctionné. Et là, il a sorti un nouveau livre qui s'appelle Le changement d'ordre mondial. Et en gros, il décrit en fait comment un empire se crée, comment est-ce qu'une culture devient dominante. Il reprend par exemple l'empire des Hollandais, qui a été suivi par l'empire des Anglais, qui a été suivi par les Espagnols, par les Anglais, ensuite après les Américains maintenant. Et là, il est en train de dire que l'empire américain et occidental est en train de s'effondrer. Et on le voit de plus en plus, que ce soit par les chiffres, que ce soit par le genre de truc, le genre de prise de décision qui est en train d'être pris en ce moment, et la guerre qui commence, où on est sur le déclin et on a une nouvelle culture qui est principalement la Chine, qui est en train de prendre le dessus. Et il décrit en fait le changement, comment ça se passe la montée et comment ça se passe la descente. Et je trouve ça super intéressant. Et il s'appelle comment le livre? Changing World Order, le changement d'ordre mondial. Et tu as une vidéo sur YouTube qui dure 15 minutes, c'est justement Ray Dalio qui la lit, et c'est dingue. Et où est-ce que j'en venais avec ça? Ouais, je trouve que tout ce genre de truc qui est en train de se passer actuellement, le fait que le free speech ne soit plus défendu, tous les problèmes, le gouvernement qui essaie de prendre le contrôle sur tout, alors qu'on sait très bien que le gouvernement n'est pas le meilleur pour gérer pas mal de choses, ça montre qu'on est sur le déclin et je pense que c'est bien probable que dans quelques dizaines d'années, les États-Unis, l'Europe ne soient plus au top, quoi. Et on le voit encore pire avec l'Europe. Les États-Unis, ils ont toujours cette espèce de machines où ils ont les meilleurs business, où ils ont la tech, où ils ont une innovation qui est dingue et qui propulse leur économie vers le haut. En Europe, on n'a pas ça parce qu'on n'a pas la mentalité. Et tu vois, regarde l'euro.
L'euro aujourd'hui vaut 1 dollar, vaut un franc suisse, c'est un truc de dingue. On a une guerre aux frontières de l'Europe. Donc moi, je suis pas très bullish sur l'Europe. Et c'est pour ça que je me dis, là, à Dubaï, on est un endroit qui est en train de se développer. Et la Chine et l'Asie, de manière générale, je pense qu'il y a pas mal de choses à aller voir et à apprendre là-bas. Ouais, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une journée entière à regarder des documentaires sur la Chine. Ouais. Je me suis demandé pourquoi je me faisais du mal comme ça. Alors bon, c'est documentaire Arte, moi j'aime bien. Et le problème, c'est que si c'est ça le nouvel ordre mondial, Ouais. Toi et moi, on est dans la merde. Hein. Je sais. Ah, moi je suis inquiet. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je pense pas que c'est pour le mieux. C'est triste. Moi, je suis pour que ça continue comme c'était le cas pendant les 30 dernières années. Mais quand tu vois la prise de décision, quand tu vois comment c'est géré au niveau de l'économie, tu vois qu'on imprime je sais pas combien, des lois absurdes les unes après les autres qui passent, tu peux plus rien faire. Aux États-Unis, tu as besoin de demander 5 permis pour construire un pont, c'est plus possible. Ce matin, je me lève et il y a un hasher, tu sais, Ouais. le youtubeur Ouais. crypto que j'adore là. Ouais. Ouais, il est top. Qui fait un boulot incroyable. Mmh. Tiens, lui aussi, si tu veux, on l'invite. Mmh. Comme ça, j'ai des idées d'inviter depuis tout à l'heure. Ouais. Là, je pense qu'il y a plein de gens qui vont faire venir. Et apparemment, ils veulent interdire la proof of stake en Europe. J'ai vu ça juste avant de venir là. Ouais. Et puis comment on se lève le matin? Non, mais l'Europe, c'est tac, 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 et que je me balance un magasin entier dans le pied. Non, mais c'est un truc de fou. Et même, regarde, genre GDPR, ce genre de truc. Ouais. Genre, tu gères un business, le RGPD, c'est, à part rajouter des cookies sur tous les sites où tu arrives et obliger tout business à mettre un nombre de trucs en place pas possible pour être en règle, ça n'a pas apporté grand-chose. J'ai un pote qui a créé une boutique de produits gays. Ouais. Et avant, sur Facebook, il targetait les gays. Et avec les conneries là, de privacy, d'un seul coup, tu n'avais plus le droit de le faire. Bah, du jour au lendemain, son business est mort. Ouais. Perte nette pour la société totale. Ouais. Lui, sa boutique, il avait plus besoin, il pouvait plus accéder. Ouais. La pub est de moins en moins ciblée. Donc la pub devient de plus en plus chiante et oppressante. Ouais. Les grandes marques gagnent contre les petites entreprises. Ouais. Et tout ça pour nous faire croire, pour protéger les gens. Ouais. Et protéger de quoi? Mais j'aimerais bien s'il comprend ce projet. J'aimerais bien savoir. Et c'est honteux. Hein. Et Apple, en fait, ils protègent que leur putain de balance sheet. Et c'est une décision super evil. Facebook, ils sont de toute façon piégés par ce business model de la pub. Donc, ils sont drogués, addicts. Donc, ils vendent de plus en plus de pubs à des grandes boîtes, etc. Et on retombe dans exactement les mêmes problèmes qu'avant. C'est une perte sèche d'utilité. Ouais. C'est même pas, justement, comme tu le dis, c'est pas... Il y a certains qui gagnent, il y a certains qui perdent. Il y a énormément de personnes qui perdent et il y a personne qui gagne, en fait. Parce que tu avais un mécanisme qui fonctionnait bien, qui permettait aux utilisateurs d'avoir des publicités qui étaient relevantes, qui étaient pertinentes, et qui permettait aux annonceurs de pouvoir toucher les gens qu'ils ont envie de toucher. Et aujourd'hui, ce système fonctionne beaucoup moins bien. Donc, les utilisateurs ont moins de des pubs moins bien, et les annonceurs font moins d'argent, sont moins rentables. Et tout ça parce que, en fait, le public ne comprend pas comment fonctionnent les publicités algorithmiques et pense que quand Facebook vend tes données aux annonceurs, ils s'imaginent le grand livre avec ton nom, Oussama, Yomi, âge, il a cliqué sur cette pub, il a machin, puis t'as Mark Zuckerberg qui est là avec son dossier. Hey, c'est ton pote là qui vend ses gars. Tu veux savoir qui est gay? Regarde. Alors que c'est pas du tout ça, c'est un algorithme. Il est mignon celui-là. Mais ce qui est bien, c'est que tu as toujours des évolutions et aujourd'hui, tu as d'autres réseaux sociaux qui fonctionnent très bien, tu as d'autres manières de faire des publicités. Tu disais hier, j'étais surpris sur ton Insta, tu dis TikTok. TikTok, c'est une tuerie. Ça vend bien. Ouais, ça vend bien. Et ce qui est dingue aussi avec TikTok, c'est que tu peux faire des publicités gratuites. Où, en fait, tu es sur une plateforme qui est 100% algorithmique, où c'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs une fois. Peu importe le nombre d'abonnés que tu as, t'inquiète, je garde ça secret, je donne pas la technique. Mais peu importe le nombre d'abonnés que tu as, tes vidéos, c'est la vidéo en fait qui va décider de la performance de ton contenu. Donc en fait, tu peux créer ton site, faire une vidéo si tu respectes certains codes, qui va partir virale.
peu importe ton nombre d'abonnés. Et après, les gens ils viennent acheter sur ton site. Donc tu vois, tu peux vraiment, et ça c'est un truc que j'ai dit depuis longtemps, c'est genre, c'est très difficile de lancer une boutique e-commerce si tu as 0 €. Aujourd'hui, tu peux presque le faire parce que la publicité, si tu es bon sur TikTok, tu n'en as presque plus besoin. Ouais. Donc ouais, tu peux lancer des sites comme ça. Puis après, c'est logique, hein, c'est le nouveau réseau social. Tu as énormément d'attention, énormément de personnes. Du coup, le coût par clic est peu cher. Tu as un algorithme qui fonctionne bien au niveau de l'optimisation publicitaire. Et donc, il y a pas mal de personnes qui ont de très bons résultats en ce moment sur TikTok. Ça fait plaisir. Ouais, non, c'est cool. Et ça, c'est T'as vu, en ce moment, je t'envoie plein de vidéos débiles. Tu sais, je t'ai envoyé la vidéo de l'autre avec Forbes. Conor McGregor, ouais, j'ai adoré. Ouais. Mais j'en ai vu une autre dans le même style sur TikTok, Ouais. d'un mec qui disait que l'algo sur TikTok en Chine poussait des gens qui faisaient de la science et reward. Ils l'ont changé comme ça? Ouais, apparemment. T'as pas entendu ça? Non, j'ai pas entendu, Donc- mais c'est possible. Hein, Donc c'est... en théorie, nous, TikTok Des reward des abrutis. gens qui font des abrutis de danse, etc. Et en Chine, ça rewarderait les comportements que le parti chinois voudrait, c'est-à-dire science, économie, entrepreneuriat, etc. Mais c'est là où... Je sais pas à quel point c'est vrai, mais C'est possible que ce soit vrai. Et c'est là où je voulais venir avant avec ma théorie du Changing World Order. C'est que, en fait, on n'a toujours pas on n'a toujours pas résolu le problème de la gouvernance et de comment est-ce qu'on gère un pays. Et aujourd'hui, tu regardes les pays où la démocratie marche le mieux, ça crée énormément de problèmes. Et typiquement, l'empire qui est en train de s'élever aujourd'hui, c'est pas une démocratie. Et tu regardes pas mal de pays qui fonctionnent bien, aujourd'hui, c'est plus une démocratie. Ah non, Donc je me demande... C'est le paradoxe qui me torture ici, moi, depuis que je suis arrivé. Ouais, Écoute, avant de venir, j'avais une hyper mauvaise image de Dubaï, ouais, la même. fondée sur le racisme européen ambiant. Grosso modo, c'est des Arabes, ça peut pas être bien. Donc évidemment, étant membre de ce truc, et puis m'appelant Oussama, j'avais bien envie, je pensais que c'était l'Arabie Saoudite. Tu vois. Après, tu viens ici, tu découvres un mec qui a une vision, le cher, là, le patron ici. Ouais. Ah, c'est putain bien géré. Il a une vision, Ouais. il a un but, il sait ce qu'il veut, il y va, tout fonctionne bien. À Paris, j'ai été refusé de 35 appartes avant d'avoir un appart qui m'accepte. Ouais. Ici, j'ai payé, on m'a donné une clé. On m'a rien demandé. On m'a pas demandé combien je gagnais, on m'a pas demandé machin, on m'a dit voilà, tu payes, t'as une clé, tu payes pas, t'es dehors. Je veux dire, c'est quand même pas compliqué comme système. Tu as affaire au... T'as fait ton visa là, machin? Ouais. Mais what the fuck, c'est quoi ce process? C'est incroyable. Ouais. Genre, tu viens, tu mets ton Tu sais, un doigt- autre truc aussi, tu prends une ordonnance chez le médecin Ouais. dans ton ID. Dans ton ID. Pas besoin d'avoir un petit papier là, machin. Tu Ouais. fous ta carte, clique, le médecin il charge l'ordonnance dedans pour ton médicament. C'est incroyable. Tu vas à la pharmacie. Tu sais bim. que... Ah ouais, je t'ai pas raconté. Parce qu'il m'est arrivé un truc de ouf en plus. Ouais. La semaine dernière, on s'est vu nous il y a 15 jours. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, bah, je me suis fait piquer par une araignée. Ok. Et j'ai fait une allergie. Mais une allergie, frère. Je vais te montrer une photo. Sur t'as gonflé de la tête? Non, de la jambe, là Ok. où l'araignée m'a piqué. Ok. Résultat, bah, j'ai fini à l'hôpital ici. Ouais. Et j'ai découvert l'hôpital ici. Alors, j'ai dit à Sofiane que l'hôpital ici, c'était un spa fabriqué par un mec qui venait de Star Trek. Donc, ça, c'est ma jambe au bout de 2 heures. Waouh. Et le lendemain, elle faisait 3 fois cette taille. Je pouvais même plus rentrer ma jambe dans le pantalon. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, allergie de malade. Ok. Et donc, j'étais à l'hôpital. Déjà, j'ai mis mon bras parce qu'ils m'ont mis des antibiotiques par perfusion. Il y a un scanner parce que moi, je suis gros. Alors, ils galèrent toujours à trouver la veine. Ah bah, Tu vois? Ouais. Ouais. Mon frère aussi, Ouais. ils arrivent jamais à Et choper. bah là, scanner, Ouais. toutes les veines apparaissent en temps réel avec de la lumière. Et il y a un robot qui vient et qui pique. No et hop, way. la perfusion, elle commence. Dingue. Et l'expérience à l'hôpital, je suis arrivé, 30 minutes, j'étais pris en charge. Ouais. Moi, on m'a raconté tout le temps, la France, cet hôpital public qui ne fonctionne pas. Ouais. Ça nous coûte, je ne sais pas combien de pourcents du PIB. Ouais. On a un résultat de merde. Ouais. Et ici, truc. Et alors, c'est paradoxal parce que je vois bien qu'il y a...
Enfin, ça me fait chier que ce soit pas une démocratie, tu vois. Ouais. Et mais je suis torturé. Je suis torturé par ce paradoxe, quoi. C'est un gros paradoxe et si tu regardes, moi c'est ça ma théorie, c'est qu'un pays c'est comme un business. Imagine-toi un business où tous les 3 ans, tu as un vote de la part pas seulement des employés mais aussi des consommateurs pour définir qui est en charge du business. Ouais. Bon, ça marcherait? Non. Non. Non, ça ne marcherait pas. Et le problème, c'est que la démocratie, on est en train de faire ça avec un pays. Et le pays, c'est comme un business. Tu as un produit. C'est pour ça que la bonne conclusion, je pense, c'est pour ça que la bonne conclusion, c'est pas que la démocratie, ça marche pas. Non, c'est pas que mais ça c'est marche qu'il faut pas. pas que la démocratie s'occupe de trop de choses. Exactement. Parce qu'en fait, c'est un système qui marche pour nous garantir la liberté et que personne prenne le dessus. Yes. Mais il faut pas que ce soit un système qui nous dise comment gérer l'économie ou je sais pas quoi. Exact. Il faut réduire l'intervention de l'État et en France, on fait exactement On fait l'inverse. ouais. C'est l'État prend et il gratte et il s'élargit, s'élargit. Ouais. Et même aux US, c'est le cas et voilà. C'est vrai. Et ça crée plein de problèmes. Mais après, tu as le problème inverse qui peut se passer quand tu essaies de. Et puis il y a des choses que l'État fait mieux que les entreprises. Oui. Et il faut les garder. Mais justement, en ce moment, j'ai l'impression que l'État a envie de faire tout. mieux que ce que les entreprises font. Et ce qu'il devrait, lui, s'occuper, c'est un non sujet. Ouais, il le gère. Tu vois. Et c'est. D'ailleurs, dans une boîte, ce qui marche, c'est le focus. Ouais. Je vois pas pourquoi dans un État, il se focuserait pas un peu plus. Clairement. Parce que tu vois, il y a quand même des missions justice, santé, machin, qui devraient être. Où tu devrais avoir l'élite de l'élite qui travaille dessus et puis il s'occupe de rien d'autre. Ça, c'est un problème aussi, c'est que l'État n'est pas compétitif pour engager les meilleures personnes. Bah non, c'est fini ça. Comment tu veux faire? C'est chaud. Bah bien sûr. Même les politiciens, tu regardes. Je sais pas si c'est de nouveau, j'ai peut-être pas assez d'expérience, mais j'ai l'impression que les politiciens deviennent de pire en pire. En tout cas. Et en fait, je me suis dit, attends, si t'es quelqu'un de smart, si t'es quelqu'un de compétent, pourquoi est-ce que tu irais faire politicien? Jamais de la vie. Avec tu te fais défoncer, peu importe ce que tu fasses, tu gagnes pas d'argent, le peu d'argent que tu gagnes. Tu vois, moi, quand les gens ils ragent sur le salaire des politiciens, je suis là, mais quoi? Genre, leur salaire annuel, c'est ce que un entrepreneur moyen fait en genre un jour, une semaine. Ouais. Et ils sont en train de se faire allumer dans la presse pour ce qu'ils gagnent, etc. Ouais, je sais. Donc, ça sert à rien. Excuse-moi. Ouais. Le chat, Vas-y. C'est ton chat? Non, tu crois que j'ai un chat, moi? Je sais pas. Ouais, chasse-le. Tu le nourris? Non, mais il casse les couilles tous les jours. Ouais, au pire, tu sais, c'est les micros ici. Hein. Je pense pas que ça. Micro-cravate, ça va pas. c'est un Tu penses? petit peu, tu vois. Bon, alors vas-y. Je vais le faire vraiment dégager. Ça, il faut que tu le gardes au montage. Les chats, il y a un truc qui marche, c'est l'eau. Alors, l'eau fraîche. Mais les gens, ils vont Non, penser pas que la je suis... torture les gens, ils vont animale. penser que je suis une méchante personne après. Ouais, c'est ça. C'est pour vous que je fais ça. Ça me brise le cœur. Ah, c'est bon. C'est bon, il a eu peur. Cache la bouteille. Donc ouais, comme je le disais, en fait, le problème, c'est que les gouvernements ne sont pas compétitifs parce qu'ils ne peuvent pas recruter. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Tu as besoin de personnes compétentes. Et le truc, c'est que c'est même pas le gouvernement qui galère seulement, c'est que tout le monde galère. Même moi, là, aujourd'hui, pour recruter, c'est une galère. Parce que tous les gens qui sont bons, et c'est ça qui est cool, hein, c'est un avantage pas un inconvénient, hein, mais avec la liquidité qu'il y a aujourd'hui, tu as de l'argent partout, tu as de l'argent pour financer tout et n'importe quoi. Tu as plein de technologies qui ont amené les opportunités à tout le monde. Tu as juste besoin d'avoir un ordinateur et une connexion Internet pour lancer quelque chose. Toutes les personnes, et c'est vraiment le triangle de la mort, c'est CMO, CEO, CO. Un gars qui est super bon en marketing, il ne va pas vouloir travailler pour toi parce qu'il fait déjà des centaines de milliers d'euros. Tu es bon en marketing aujourd'hui, il faut vraiment avoir un problème quelque part pour ne pas réussir à faire de l'argent. Tu es un bon opérateur, un CEO, tu as tous les gens comme moi qui sont des bons marketeurs qui te courent après pour te prendre dans l'entreprise pour pouvoir gérer les process et gérer l'organisation du business. Et CEO, tu es un mec qui a une vision de la stratégie, etc. Même chose, tu as tous les VC qui veulent te donner de l'argent. Et donc, du coup, recruter des personnes compétentes à ces postes-là, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça, je ne sais plus qui c'est qui le disait, mais que souvent, pour créer de grosses boîtes, créer de bonnes boîtes, le mieux, c'est de le faire pendant les récessions ou en tout cas pendant les périodes où la liquidité est plus là et que c'est difficile pour les gens d'obtenir de l'argent, quoi. Ou il faut créer des boîtes dont la cause est plus attractive que l'argent. Ouais.
Tu vois, c'est hyper, hyper essentiel de réfléchir pas seulement à comment tu fais les choses, mais à pourquoi tu fais les choses. Et c'est vrai que là, on va rentrer dans un monde où de plus en plus le pourquoi va gagner sur le quoi et comment. Parce que si tu peux gagner de l'argent dans tout, Ouais. autant le faire en plus dans un truc que tu kiffes. Parce que nous, on a la chance de faire un truc kiffant, c'est qu'on aide les gens à vivre une meilleure vie. Je sais pas comment tu te sens, toi, à chaque fois que tu reçois un message de quelqu'un qui te dit que grâce à toi, il gagne sa life. Et moi, ça, c'est ma drogue. Ouais. Je me lasse La pas de drogue ça. quotidienne. Ouais. Et des fois, c'est émouvant. Cette semaine, j'en ai eu un. Ça a été le plus émouvant que j'ai eu depuis très longtemps. Ok. Une nana qui m'explique que son mari regardait mes vidéos tout le temps et il est mort. Et qu'elle écoutait en tâche de fond et elle a 3 enfants, elle n'arrive pas à s'en sortir. Mhm. Et elle a fait coup d'état, elle a fait une boîte, elle vient de faire son premier million. Stylé. Et puis, j'étais là. Par écrit? Ouais, sur Insta. Ouais. Et j'avais les larmes aux yeux, Ouais. tu vois. J'étais là, putain, Ouais, c'est ouf. j'ai fait ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis content de faire le podcast avec toi, parce que je pense que c'est cool d'apprendre des choses aux gens et YouTube. De ouf. Faut qu'on n'arrête jamais, en fait. La dernière fois, tu m'as dit, jamais dans ma vie, j'arrêterai de faire des vidéos sur YouTube. Ah, bon. Quand j'ai 60 ans, il faudra peut-être se calmer. Mais non, ce sera génial, on sera à la maison de retraite. Enfin, je sais pas si c'est la maison de retraite, mais j'espère qu'on aura mieux. On aura mieux. Avec nos petits robots. Ouais. Ouais, non, C'est quoi le truc on pourrait faire un truc marrant. C'est quoi le truc que tu savais pas et que tu as appris cette semaine et qui a changé. Est-ce que tu as changé d'avis sur un truc cette semaine? Est-ce que j'ai changé d'avis sur un truc cette semaine? Pouf, là tu me prends. ou Tu ce me prends mois-ci, Commence peut-être toi si t'en as un et je vais réfléchir pendant ce temps. Moi, il y a un sujet de fond dont je me rends compte. J'en ai un. Il y a un sujet de fond dont je me rends compte qui est un sujet compliqué. C'est que j'étais persuadé que si tu voulais faire une start-up performante, fallait un bon produit. Ouais, Et j'ai un peu la religion et la culture du produit. ok. Et depuis que je suis ici et que je rencontre les entrepreneurs du coin, je me rends compte qu'il n'y a aucune corrélation. Tu sais, ça vient exactement une story que j'ai mis. De 0 à 1 million, marketing. Ouais. Tu peux faire ça tout seul. Tu peux faire ça en gérant ton entreprise n'importe comment. Si tu es fort en marketing, je suis convaincu que tu peux faire 1 million. De 1 à 100 millions, recrutement. Parce que tu ne vas jamais monter de 1 à 2 à 3 à 10. Peut-être avec la liquidité actuelle, tu arrives peut-être à 10, mais il faut se chauffer pour le faire tout seul ou avec quelques personnes. Donc ensuite, de 1 à 10, recrutement. Et ensuite, de 1 à 100, recrutement. De 100 à 1 milliard et plus, produit. Intéressant. Tu n'arrives pas à faire plus que 100 millions avec un mauvais produit. Tu vois? J'aime bien. C'est bien parce que ça donne les phases naturelles de la création d'une boîte, Je pense que c'est ça. qui correspondent bien à la phase d'une boîte. Ouais. Le problème, c'est que souvent, tu te fais bloquer. Tu peux pas. Quand tu crées une boîte avec un bon produit, souvent, tu dois commencer par ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas genre de 0 à 1 million, tu te concentres, tu fais que du marketing. Ensuite, après, tu recrutes les gens et après, tu fais un bon produit. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est juste que les gens qui sont bons, et c'est ça, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce piège-là, et j'en connais énormément. Parce que typiquement, le e-commerce, etc., le genre de business avec lesquels je suis le plus familier, c'est énormément du marketing. Donc, tu as énormément de personnes qui arrivent, ils font 1 million, tu vois, ils font 2 millions, ils se bloquent Bloqué, ouais. parce qu'ils ne savent pas recruter. Et ensuite, après, tu as les autres, tu arrives à recruter, tu arrives vers les 10 millions, tu vas aller chercher les 100 millions, les 1 milliard. Comment tu vas apprendre à faire des produits, toi? Bah, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de déléguer là, je suis en train d'améliorer le produit de ma boîte, enfin de diversifier. Donc, tu es dans la phase recrutement, là. Je suis dans la phase recrutement là. J'ai pas encore capté les 100 M. Moi, je pense qu'on a un putain de produit parce que j'ai reçu le genre de message dont tu parles, j'en ai reçu des tonnes. On a passé il y a 2 semaines 200 millions de chiffres d'affaires générés par les membres de la formation. Qu'on a. Mazel tov. Qu'on a reçu. Donc imagine-toi, je pense que c'est bien le triple. Parce que les gens ils viennent pas nous dire spontanément, tu vois. Donc ouais, c'est ouf. Et là on est en train, bon j'en parlerai peut-être dans le prochain épisode, je suis en train de faire pas mal de trucs, pas mal de changements, c'est pour ça que je recrute aussi. Et je pense que ouais, du coup je vais utiliser un peu le podcast pour avancer en avance les choses. Et ton meilleur recrutement jusqu'à présent, tu l'as trouvé par annonce, dans ton réseau? Alors moi j'ai un cheat code et toi je pense que si tu dois recruter, utilise-le, je te filerai tout le process qu'on a, c'est ouf. Franchement, story Instagram, tu postes sur YouTube,
avec l'audience de personnes qui kiffent ce qu'on fait, etc., qui partagent déjà cette vision, etc., on a un avantage énorme. Je ne dois même pas faire de pub, je peux toucher 50 000, 100 000 personnes comme ça. Et en fait, moi, je recrute de mon audience. Après, ça a ses limites. Pour certains postes, c'est un petit peu plus difficile, mais ouais, à chaque fois, c'était le même process. Après, il y a tout le process derrière pour trier parce qu'on reçoit plusieurs centaines de personnes, donc tu as le problème inverse où tu as trop de personnes. Mais ouais, non, j'ai une équipe de dingue là. Franchement, tous les recrutements qu'on a fait, je suis super satisfait. Et je pense qu'on va aller très loin avec. Et pour revenir à ta question, chose où j'ai changé d'avis. Je suis pas sûr parce que je suis pas dans sa tête, j'ai pas l'information des deux côtés, mais j'ai pendant une longue période trouvé que Poutine c'était un mec qui gérait bien son pays, enfin entre guillemets, qu'il il avait une certaine carrure, il a une certaine réputation dans les médias où tu vois c'est le mec qui réfléchit, il faut pas lui faire chier, il déconne pas, il est admiré par énormément de personnes en Europe. Tu vois, je sais pas si tu regardes les vidéos YouTube, à chaque fois c'est tout le monde défonce Macron et Poutine, ouais, lui c'est un vrai mec, etc. Et franchement il a déconné. Et il y a encore des gens aujourd'hui qui disent que machin c'est calculé, c'est machin. Il a complètement foiré. C'est ma théorie, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il était surconfiant. Il a mal anticipé, il n'a pas vu les répercussions. Et aujourd'hui, moi, je pense que dans les prochaines années, les 2-3 prochaines années, il est fini. Ouais, je sais pas, j'ai la même théorie. Plus grosse erreur de sa vie, je pense. Ouais. Après, tu as toutes ces théories. Est-ce que. Après, ouais, de nouveau, c'est ça qui est intéressant. Et on a parlé la dernière fois du vaccin et tous ces trucs. Là, la guerre, tu as le même truc. Tu as les gens qui pensent que. Ok, Poutine, ce qu'il fait, il avait complètement raison, l'OTAN, etc., on prend les pays, machin. Il avait tout à fait le droit de faire ça, c'est n'importe quoi, on vous brainwash. Et après, tu as l'autre côté, les gens qui sont là, il est complètement fou, etc. La vérité au mieux, quoi. De toute façon, ouais, mais je pense que là, la différence, c'est que personne sur Terre ne devrait avoir le droit d'aller bombarder des gens comme ça, quoi. Pour rien. J'ai envie de dire, quelles que soient tes raisons, il y a un moment... le niveau de souffrance individuelle qu'il est en train de créer, ça tu t'en remets jamais en termes de karma. Jamais, c'est pas possible. Personne ne devrait avoir ce pouvoir. T'es pas d'accord avec la politique d'un pays, machin, tu viens... Alors, lui, il dira que c'est pour protéger son propre pays, tu vois. Il protège rien du tout, les mecs sont... Ah non, moi je le défends pas, mais c'est son mindset, tu vois. Et même son mindset, ça marche pas. Les US, ils ont bombardé l'Irak et l'Iran et l'Afghanistan et machin, ils ont créé des menaces pour les 40 prochaines années. C'est là où Trump, on va de nouveau le défendre, mais Trump, j'adore sa politique étrangère. Genre, moi aussi. Faites ce que vous voulez. Ouais. US first, mon pays d'abord, je gère mon pays, genre, je vais pas aller foutre la merde. Et mon père m'a toujours dit ça, qu'est-ce que vient foutre l'Occident en Afrique? Genre, dégagez. Genre, on n'a pas besoin que vous veniez nous aider avec les technologies, genre, laissez-nous tranquilles. Le principe de non-agression et de non-ingérence devrait être un principe universel. De ce point de vue-là, la politique étrangère de Trump, c'était la meilleure au monde. Hein. Je veux dire, il a fait la paix entre les Arabes et les Israéliens ici. Je veux dire, c'est quand même incroyable. C'est clair. C'est vrai, tous les Israéliens que je vois ici, ils sont trop heureux. Ils font plein de business. Les Arabes et les Israéliens devraient faire du business ensemble, pas la guerre. Bien sûr. La guerre, ça apporte rien à personne. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment... Et le niveau de souffrance qu'il a créé la Poutine, c'est... En plus, c'est un peuple qui est le sien. Hein. Les Ukrainiens parlent russe, ils ont une gueule de russe. Il n'est pas en train de... Et l'autre truc que je me suis dit, au-delà de l'erreur qu'il a faite, c'est que tu regardes l'évolution de la Russie sur les 20 dernières années et compares ça à l'évolution de la Chine, l'évolution de ici, l'évolution de plein d'autres pays. La Russie, ils ont autant de pétrole qu'ici. Hein. Il n'y a rien qu'à changer là en 20 ans. Rien du tout. Non, mais c'est corrompu. Mais la corruption, c'est le plus gros problème en fait. C'est le plus gros problème. Et la corruption, ça tue tout. Ça tue tout. À partir du moment tu peux rien construire. À partir du moment où un système complexe peut être shortcut par l'argent, plus personne n'a envie de participer au système et le système s'écroule. Exact, c'est ça. Quelques questions qui sont venues dans les commentaires. Vas-y. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur... mais ça, je jouais sur les Layer 3 et... Exact. On s'est fait bombarder. Et moi, 100 000 balles, quoi. J'ai répondu la même chose à tout le monde, c'est « Let me Google that for you ». Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment, dans ce genre de situation,
les gens qui ont l'espoir de faire ce que je conseille ne se disent pas qu'ils ont raté le test à pas savoir taper dans Google. Parce que j'ai quand même fait le test. J'étais dans Google et j'ai tapé Earn Crypto to Learn Things. Et là, tu as 200 articles qui sortent dans 40 langues sur comment faire. Et donc, je ne vais pas répondre à la question. Je vais dire aux gens d'aller sur Google. Et il faut créer ce spirit de la démerde là. Je comprends pas. Tu veux qu'en plus, dans la vidéo, il y a un mec qui m'a dit là, en commentaire sur Insta, il m'a dit ouais, c'est vachement bien le podcast, mais en fait, il faudrait faire des vidéos tutoriels quand vous parlez de trucs, comme ça on comprend. Mais ta mère aussi. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de faire un podcast. Maintenant, il faut que je fasse des tutos. Il m'a pris pour Martha Stewart. Non, mais le truc, c'est qu'ils existent déjà, les tutos. Mais bien sûr qu'ils existent déjà. Et je ne suis pas Martha Stewart. On ne va pas faire une émission de recettes. Donc, ça va. Sur ma chaîne, j'explique 2-3 trucs. Vous avez de la chance. Non, mais ouais, il faut se démerder. Mais c'est la société actuelle où à l'école, tu as un prof, à l'uni, tu as un prof. Quand tu taffes, tu as un boss. Donc, tu prends jamais les choses dans tes mains. Quand les gens ne comprennent pas un truc dans une vidéo, il y a un truc génial à faire, c'est d'utiliser Google. Google est ton ami. Norman a fait une vidéo sur mon ami Google, qui est génial. Il y a un truc. Il faudrait mettre un extrait dans le podcast. Maintenant j'ai Google. On avait d'autres questions. On m'a demandé, voilà, que je parlais d'un fichier Excel par rapport à mes routines, etc. En fait, j'avais mis une story sur Insta, du coup, il ne l'avait pas vu. Mais en gros, je vous explique, j'ai un fichier. Je vais peut-être faire une vidéo dessus où en fait, j'ai toutes mes habitudes que je dois faire dans la journée. Et soit je mets un 0, soit je mets un 1. Si je mets un 0, c'est que je ne l'ai pas fait pendant la journée. Si je mets un 1, c'est que je l'ai fait. Quand je mets un 1, ça devient vert. Quand je mets un 0, ça devient rouge. Et le but, c'est… Ah oui, parce que tu as mis en cellule automatique pour que ça soit visuel. J'ai fait un truc, je me suis chauffé. Je l'ai filé à tous mes potes, il y a tout le monde qui a modifié son truc. Et ouais, mon but, c'était d'arriver à 90% de juste au total. Parce que ça fait longtemps que j'expérimente, moi, avec mes routines, comment est-ce que je peux être le plus productif, etc. Et de base, moi, j'étais avec la théorie du streak. Donc, en gros, tu essaies d'avoir la série la plus longue possible de ton habitude sans l'arrêter et d'avoir au minimum 30 jours. C'est comme ça que je fonctionnais. Mais le problème, c'est que si tu mets plusieurs habitudes en même temps, ton streak, tu le casses. Donc, soit à moins que tu sois surhumain, mais je n'ai pas encore atteint ce niveau. Donc, le problème, mes séries, je les cassais toujours au bout de 10 jours, un truc comme ça. Et le problème, c'est que soit tu te mens à toi-même, donc tu dis « ouais, non, mais là, c'est parce que j'avais quelque chose à faire, donc vas-y, je mets quand même comme si j'avais réussi ma série. » Et tu fais genre, mais après, tu te mens à toi-même, tu te mens de plus en plus et au final, le but du truc, il est inutile. Soit c'est hyper frustrant parce que tu n'arrives jamais à faire ta streak, soit tu fais seulement un seul truc à la fois, mais après, du coup, tu ne peux pas vraiment progresser sur plusieurs trucs. Et là, du coup, en fait, maintenant, j'ai une moyenne, donc c'est beaucoup plus stylé. Ça fait que je peux me louper, mais après, je dois le compenser en le faisant juste plein de fois d'affilée, tu vois. Donc en général, je peux me louper une fois sur 10. Pour l'instant, j'arrive à le tenir. Impressionnant. Mais ouais. Et tu mets tout, est-ce que tu as bien dormi? Alors, je peux te faire la liste. Je dois me coucher à 23h30, je dois me réveiller à 8h, je dois prendre une douche froide quand je me réveille. Comment ça, une douche froide quand tu te réveilles? Je me réveille, je suis sous la douche, je mets l'eau froide. Direct eau froide, pas eau chaude, vers eau froide? D'habitude, eau chaude, vers froid, mais le problème c'est qu'à Dubaï, l'eau froide n'est pas assez froide, donc ça me fait pas assez, donc je mets juste froid. C'est vrai, ça pourquoi elle est pas assez? Oui, parce que l'eau est chaude. Ouais, je sais pas, ils n'ont pas réussi à rafraîchir assez de trucs. Donc ouais, douche froide, méditation, 15 minutes. Ensuite, après les 4 premières heures de la journée, il faut que je taffe. Et là, si je taffe à moitié, je mets 0,5. Si je taffe pas, je mets 0, sinon je mets 1. Ensuite, après, je mange. De nouveau, les 4 heures qui suivent, je dois taffer. Ensuite, après, qu'est-ce que j'ai? Je dois apprendre. Pendant 1 heure, j'apprends des trucs, je lis un livre, je regarde une vidéo, etc. Ensuite, après, j'ai le fitness. Et après, je vais au sauna et je fais de la manifestation. J'ai envie de mourir. Mais tu sais quoi? Moi, ça me fait kiffer. Mec, c'est là où on est différent. Je sais. Tu sais, là, je suis en train d'angoisser. C'est pas possible, le mec, il peut pas vivre comme ça. Je te jure. Du coup, là, je suis à 87%. 87% de cette routine? Ouais. Le samedi et dimanche off. D'accord. T'es un robot, en fait. Ouais, la semaine, ouais. Mais tu vois, moi, je peux pas. J'ai fait les trucs les plus ouf. Hein. J'ai fait les vacances les plus ouf. Je sais, tu m'as pas réussi à suivre. Et je te jure, jamais je suis aussi heureux. On a passé 3 jours avec toi. 3 jours. T'étais out. On a mis 5 jours à s'en remettre, à revenir à 100%. Oui, c'était too much. Moi aussi, j'ai de la peine à m'en remettre. Franchement, j'ai mis du temps. Mais t'as mis 1 mois, toi. T'es resté 1 mois dans ce mode, pas 3 jours.
On a fait 2 semaines. Ouais, 2 semaines, ouais. Non, c'était difficile. Un peu plus même, ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai fait les vacances, j'ai fait des trucs ouf dans ma vie. Jamais je suis aussi heureux que la fin de ma journée si j'ai un partout, tu vois. Là, je suis là, j'ai réussi mon truc, là, je me sens bien, tu vois. Trop bien. C'est marrant, t'es comme mon meilleur pote. Ah ouais, il est aussi... Ouais, il est comme ça. Je devrais lui envoyer ton Excel, je pense que ça le ferait trop kiffer. Lui. Bah franchement, il est lourd, mais je vais faire une vidéo, les gens me le demandent. Ok, ouais, je crois on va gentiment terminer ici. Est-ce que tu as d'autres trucs à dire pour Non, nos écoute. amis qui nous regardent? Non? Ok, il y a encore plein de sujets, franchement, on a bien discuté, j'ai même pas eu besoin d'aller regarder mes notes. Plein de trucs qui arrivent sur le podcast, on va essayer d'en faire un par semaine, on va essayer d'inviter des gens, on va essayer peut-être aussi de prendre quelqu'un pour nous poser des questions. Bien sûr, avec plaisir. On va développer le truc, j'espère que cet épisode vous a plu les amis, je regarde les 3 caméras. Et puis je me réjouis de faire le prochain épisode.